Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs et astuces pour ne faire efficacement que ce qui compte vraiment pour vous. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle interviewée, une nouvelle invitée dans ce podcast qui s'appelle Véronique Vézier. J'ai rencontré Véronique il y a de cela de très nombreuses années. Nous travaillons ensemble dans la même société et elle était responsable de projet marketing. Après 17 ans, elle a décidé de changer radicalement de vie pour devenir coach. Et donc, elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Véronique. Bonjour Christine et merci de ton invitation. Ben, je t'en prie, ça me fait très très plaisir de pouvoir te faire connaître à mes auditeurs et à mes abonnés et surtout de pouvoir mettre en valeur le travail que tu fais aujourd'hui auprès de tes clients dans ta pratique du coaching. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, de comment tu es venue au coaching quand on vient du marketing ? D'accord. Alors, ce qui m'a amenée au coaching, c'est j'aime beaucoup la relation humaine déjà. Donc ça fait très très longtemps que je suis très attachée, que j'aime développer les échanges. Et puis, j'ai travaillé 17 ans, comme tu disais, comme responsable marketing. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec des équipes. Et ça a révélé ce côté encore plus important pour moi d'échanger, de partager et surtout de faire avancer les gens aussi. Donc, c'était quelque chose que j'avais à cœur. Et puis, j'ai décidé de me reconvertir il y a 3 ans maintenant déjà pour être coach. Donc, je suis certifiée, je suis également praticien PNL. Et donc, aujourd'hui, maintenant, j'accompagne des managers principalement d'entreprises sur des prises de poste, sur la posture du leadership, la gestion des conflits, parce que je rencontre et des équipes aussi depuis peu, où je prends beaucoup de plaisir justement de retrouver cet esprit d'équipe, cette énergie qu'il y a dans une équipe. Voilà, donc je suis très contente de ma reconversion. D'accord. Et donc, tu es plutôt centrée sur le monde de l'entreprise, si j'entends bien. Oui, alors j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des particuliers il y a 2 ans de ça, quand j'ai quitté l'entreprise justement. Et puis là, j'ai eu l'occasion de rentrer en entreprise par le réseau. Et du coup, c'est encore une autre activité. C'est pas tout à fait les mêmes choses, mais j'aime bien les deux. J'avoue que j'aime bien les deux. Bon. Chaque personne est différente. J'avoue que c'est quelque chose d'intéressant. Quand on a préparé ce podcast ensemble, tu m'as dit que tu étais très attachée à découvrir les talents. Et oui. Alors, explique-nous cette notion de découverte des talents ou du talent, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Des talents. En fait, j'ai remarqué que dans mes accompagnements, les personnes que j'accompagnais qui avaient un blocage, des croyances limitantes, ne faisaient pas forcément appel à leurs talents, elles regardaient leurs points faibles, mais elles ne s'attachaient pas à regarder ce qui fonctionnait bien. C'est comme si, par habitude, quand on était petit, c'est pareil, on regardait les mauvaises notes plutôt que les bonnes notes, tu vois. Alors, on reproduit la même chose en entreprise. Et je me suis dit, mince, quel gâchis, quel gaspillage. Et c'est là aussi où, quand on a des blocages, c'est les ressources, c'est nos talents en fait. C'est là qu'on va pouvoir les utiliser. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, mince, il faut qu'on travaille là-dessus, parce que c'est quand même le cœur du sujet pour avancer. Et puis souvent, les gens me disent, non, mais ça, c'est pas du talent, je sais le faire, mais tout le monde sait le faire. Non, en fait, tout le monde ne sait pas faire ce que tu fais. Donc ça, je m'en suis rendu compte également. On a l'impression que tout le monde sait faire, parce qu'en fait, c'est nos filtres. Dans la représentation, on a souvent l'impression que les autres ont la même représentation du monde. En fait, je fais un petit parallèle avec la PNL, la programmation neurolinguistique. On dit que la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma représentation n'est pas celle des autres. En fait, il y a une représentation pour chaque personne. Et donc, le fait de dire non, tout le monde sait faire, non, c'est pas le cas. Il y a des clients qui me disent moi, la prise de parole en public, c'est super facile. Et puis d'autres qui me disent mais j'ai peur de parler en public, je vais pas pouvoir y aller, j'ai un gros blocage. Donc, voilà, c'est rigolo de voir qu'on n'a pas les mêmes freins. Donc, les talents, on va aller chercher justement qu'est-ce que je sais bien faire aujourd'hui et qu'est-ce qui va m'aider à être encore meilleur. Parce que c'est là qu'on a la plus grande marge de progression en fait, sur les talents. Et sur les faiblesses, mieux on sera médiocre si on essaye d'améliorer ses faiblesses, mais on ne sera jamais excellent. Donc moi, je trouve que le talent, c'est vraiment quelque chose d'important à identifier, d'avoir bien connaître ses talents, c'est faire,
Peut-être demander autour de soi qu'est-ce que vous pensez de mes talents. Ça, c'est une façon de mieux se connaître, après de pouvoir faire les meilleurs choix aussi pour soi au niveau professionnel et personnel. Et tu utilises des techniques comme le 360 ou des techniques comme ça pour aider les personnes à se rendre compte de la vision que leur entourage a d'eux-mêmes? Oui, alors j'utilise un outil où je suis certifiée avec donc mes clients en particulier, les managers et puis les équipes aussi. C'est pas le 360 encore, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser aujourd'hui, mais c'est à venir. Voilà. C'est un outil, donc un questionnaire talent qui va permettre de cataloguer les personnes parce que c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir un outil de travail en fait pour de dire bah tiens voilà cette personne est plutôt dans les idées, elle est plutôt dans la conception. Quelqu'un d'autre va plutôt être dans la mobilisation de stratèges, faire des plans d'action. Un autre sera plutôt opérationnel. C'est les normes qui sont importantes, j'aime bien le contrôle. Et puis un autre, ça c'est les grands pans, hein, en fait, sera plutôt dans la facilitation. Comment je peux aider les collaborateurs à aller plus loin. Donc, en fonction des réponses à ce questionnaire, la personne va se positionner plutôt, elle aura une dominante, une préférence naturelle dans une fonction, de création ou d'opération. Et donc, ce qui est intéressant quand on sort ça, c'est que autant pour le manager, il va avoir un peu où il se positionne et comment. Alors, c'est pas les combler ce qui manque, c'est plutôt quelle stratégie je vais développer pour qu'il y ait une complémentarité avec ce que je sais faire. Dans le cas d'un manager qui est très dans la vision, mais pas très dans la facilitation, il pourra peut-être s'appuyer sur un collaborateur qui, lui, va lui permettre cette facilitation. Ou quelqu'un qui va être prêt dans les idées, mais pas du tout opérationnel. Le fait qu'il ait un collaborateur qui soit dans l'opérationnel, c'est super. Ça permet justement de rendre l'équipe plus efficace. Ça permet aussi de faire appel à de la sous-traitance si on constate que dans l'équipe, il y a un grand manque, mais que personne ne sait faire et qu'on peut déléguer ça à quelqu'un à l'extérieur. C'est possible en fait. D'accord. Ça vise. Très bien. Et donc, comment est-ce que tu fonctionnes pour faire découvrir ces talents? Comment ça fonctionne? Explique-nous. Alors, en tant que coach, donc, on est beaucoup dans le questionnaire. Juste pour te rappeler, le coach n'est pas un conseiller, parce que ça, j'y tiens. Je ne suis pas là pour apporter des solutions. Ce n'est pas moi qui vais les trouver, c'est le client ou l'équipe. Moi, je fais avec ce qui émerge. Je prends un entretien. On va aller regarder ce qui fonctionne bien, là où ça bloque un peu. Identifier avec le client qu'est-ce qui fait que ça bloque, est-ce que c'est des croyances qui sont limitantes, comme j'expliquais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu connais un peu les croyances limitantes, mais c'est ce qu'on appelle les messages contraignants qu'on a eus dans notre jeunesse, qui sont faits donc sur l'éducation, notre expérience. Il faut qu'on a 5 messages, qui soient forts, soit parfaits, il y en a plusieurs. Et du coup, sur des contextes donnés, on arrive peut-être aussi performant parce qu'on a cette petite croyance qui dit non, tu ne vas pas y arriver, ou non, c'est pas assez bien, tu ne peux pas rendre ça. Voilà. Et on va trouver le manager là-dessus. Donc déjà, en fait, chaque coaching est différent. Bien sûr. Pareil, parce que la personne, c'est une personne à part entière. Et on va regarder ce qui la bloque. Et puis après, il y a des techniques pour travailler sur ces messages. Alors moi, je fais beaucoup expérimenter. On a mes managers quand on a décidé d'un plan d'action, après c'est expérimentation. Donc quand on se revoit la fois d'après, là, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant parce que quand tu le vis, tu le comprends mieux. La théorie c'est bien, mais le vivre c'est quand même tu l'intègres, tu l'as dans les muscles, comme disait ma coach. C'est intégré dans les muscles. Effectivement, il y a des petits outils. Après, ça dépend du contexte et de la personne. Très bien, très bien. Et quel résultat tu obtiens avec ce… Enfin, je veux dire, oui, voilà, une fois que tu as fait cette… Déjà, est-ce que c'est long? Est-ce que tu as des retours plutôt positifs? Est-ce qu'une fois que tu travailles avec le manager, tu travailles aussi avec le reste de l'équipe? Comment ça se passe? Alors, soit j'accompagne seul un manager, soit j'accompagne le manager et l'équipe. Donc, il y a deux façons de faire. Quand j'accompagne seul le manager, donc je lui demande d'expérimenter. Les retours que j'ai sont toujours positifs, je suis plutôt contente. En fait, tu as quand même des prises de conscience sur son fonctionnement personnel. Le fait d'avoir un regard extérieur et de lui faire faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Une prise de conscience qui s'installe. Oui. Et il se dit, tiens, c'est possible de faire ça alors que je ne l'avais pas imaginé précédemment. Moi, c'est génial parce que
je me dis, ouais, ça y est, quoi, c'est bien. On élargit la vision, en fait. Tu as des choix dans la vie qui ne sont pas forcément limités, et le fait de tester quelque chose de nouveau, de sortir un peu de sa zone de confort, ça t'emmène un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin. Okay. Là, par exemple, un manager qui prenait une nouvelle fonction de direction. Alors lui, il était dans l'urgence. Il sortait pas de l'urgence, donc sa porte était toujours ouverte, les gens le dérangeaient sans arrêt, il n'arrivait pas à... Voilà. On a travaillé là-dessus, et il m'a proposé de s'organiser différemment et puis de fermer sa porte 2 heures par jour pour travailler sur des projets qui lui demandaient d'être plus en position de manager et de leader sur poste. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, mais finalement, ça s'est bien passé. Moi, je pensais que les gens allaient, croire que... parce qu'il était très dans la relation humaine, ce monsieur. Donc, il pensait qu'en fermant sa porte, ça couperait la relation. Mais non, ça la meilleure, parce que du coup, j'ai pu travailler sur mes projets. Je garde toujours cette relation avec les personnes. Donc, très content. Voilà. Puis, quelquefois, un petit truc à bouger, un petit curseur à bouger. Mais c'est vrai que la technique de fermer sa porte de temps en temps, enfin moi j'en ai parlé il y a quelque temps quand j'ai fait toute la série de podcasts sur l'organisation au travail et notamment gérer les interruptions. Oui. Donc c'est extrêmement important quand on a la chance d'avoir un bureau fermé. C'est ça. En tout cas, quand on est en open space, c'est beaucoup plus difficile de dire je ne peux pas te parler là maintenant. De pouvoir dire voilà, c'est pas parce que pendant 1 heure ou 30 minutes ou 1 heure et demie, 2 heures, on a fermé sa porte, qu'on est fermé à toute communication. Oui. Ça n'a strictement rien à voir. Et ça donne aussi un peu de structure aux relations qu'on a avec nos collaborateurs pour qu'ils puissent aussi comprendre que venir embêter, entre guillemets, son manager toutes les minutes, ça fait pas forcément avancer les choses efficacement, qu'il faut peut-être qu'ils gagnent eux-mêmes en autonomie ou qu'ils structurent leurs questions, parce que la facilité, c'est de se dire, dès que j'ai une question, plutôt que de chercher la réponse par moi-même, je vais voir mon chef. C'est ça. Et c'est un truc d'ensemble. Et le manager lui-même gagne parce qu'il va pouvoir avancer sur ses dossiers à lui, et être beaucoup plus serein, être beaucoup moins dans l'urgence, comme tu l'as signalé. Et puis, ça peut donner aussi l'exemple aux collaborateurs de faire aussi la même chose, de se réserver des blocs de temps, travailler sur des projets bien précis, ne pas être dans l'hyper-réactivité et dès qu'il y a le moindre mail qui tombe, répondre tout de suite à la seconde alors qu'il n'y a pas forcément d'urgence. Et puis d'être comme ça, tout le temps interrompu, on n'avance pas. Et on gagne en sérénité dans l'ensemble de l'équipe, en fait. Tout à fait. C'est prioriser les actions aussi. Donc, tu vois, ce monsieur, il avait la croyance qu'en fermant sa porte, c'était une croyance limitante pour lui. Donc, on a travaillé là-dessus. On a rappris la croyance, comme on dit souvent en coaching. Et ce qui était intéressant, c'est que son objectif, c'était de savoir dire non. Il a su dire non à ses collaborateurs, le simple fait de fermer une porte. Pas de dire, voilà, là, j'ai besoin de ce temps-là pour mon projet. Mais je suis quand même à l'écoute. Donc, il a réorganisé sa façon de travailler. Comme tu disais aussi, c'est intéressant, ça responsabilise aussi ses collaborateurs de travailler sur autre chose et de pas effectivement aller chercher la solution chez le manager. On est tout à fait d'accord. L'expérience, c'est un exemple. Voilà. Après, j'en ai d'autres sur la gestion de conflits. C'est une dame là qui a beaucoup de recadrage à faire. Donc, pareil, sa croyance, c'est que si elle recadre, elle va moins être aimée, entre guillemets. On travaille là-dessus en ce moment. Donc là, je la revois la semaine prochaine, là, à Angoulême. Et donc, c'est intéressant parce que c'est des croyances. À force de pratiquer, là, ça fait 2 recadrages, je crois qu'elle fait. Elle commence à être plus à l'aise par rapport à ça et de voir un peu les choses différemment. Non, mais recadrer les gens ou leur donner un feedback qui n'est pas forcément positif, je veux dire, c'est un avantage aussi pour le collaborateur, parce que si on lui dit jamais rien, déjà il n'a pas de cadre. Enfin, dire, c'est un peu comme un enfant à qui on ne dit jamais rien, si c'est bien ou mal, il fait un peu n'importe quoi. Et on a tous besoin, quoi qu'on dise, d'avoir un retour sur ce qu'on fait, que ce soit bien ou pas bien, parce que ça nous permet aussi de progresser. Si c'est un feedback positif, déjà ça nous renforce déjà dans notre estime.
Ouais. Si c'est un feedback négatif, il faut pas le prendre comme… Alors après, il faut que le manager fasse ça bien. Hein. C'est pas non plus Oui. une critique et puis une mise au pilori, Ouais. technique et machin, tes trucs. On est bien d'accord. Ouais. Mais le feedback, ça a quand même le but, voilà, de faire progresser. Et le rôle du manager en expliquant simplement, voilà, quand tu fais telle chose, ça entraîne telle conséquence. Comment est-ce que tu pourrais travailler ce sujet pour éviter, je sais pas, que le reste de l'équipe le prenne mal, ou enfin, quel que soit le problème, en montrant vraiment, hein, en identifiant avec des mots très factuels, des exemples, le problème, ses conséquences pour lui, pour le client, pour je sais pas quoi, et de demander après aux collaborateurs de ce qu'il en pense ou d'avancer. C'est plutôt… Enfin, on a tous besoin de ça et ça fait… Oui, ça donne du feedback pour avancer, pour progresser. Et c'est vrai qu'en coaching, alors nous, du coup, moi, je travaille beaucoup sur l'assertivité, la communication non violente, parce que ce sont des outils intéressants et assez simples à mettre en place. Pareil, je fais expérimenter. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours de se dire, il faut distinguer la personne de la situation. De prendre vraiment de… C'est la personne, il s'est passé quelque chose, mais c'est pas la personne, c'est le contexte, c'est la situation. Donc déjà, commencer par ça. Et après, j'ai d'autres outils pour communiquer plus facilement et plus sereinement, sans agressivité. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et ça fait souvent, effectivement, peur aux managers de devoir dire des choses… C'est pas facile, hein, C'est pas facile, c'est absolument pas facile. Moi, j'ai une toute petite équipe actuellement, et on en est 3. Donc c'est pas… Ouais. Et puis après, en fonctionnel, j'ai beaucoup plus une équipe un peu plus grande, mais en direct… Et bah voilà, quand il y a des choses qui se passent pas bien, il faut arriver à gérer en plus certains niveaux de susceptibilité. Oui. Ou des réactions un peu difficiles. Moi, j'ai une de mes collaboratrices qui est parfois excessivement sensible. Donc, dès que tu lui dis quelque chose qui n'est pas positif pour elle en termes de c'est bien, elle pleure. Donc, parfois, voilà, faut ménager la chèvre et le chou. En plus, on a des différences culturelles et on s'exprime dans une langue qui, ni pour elle, ni pour moi, n'est la mienne. Enfin, D'accord. Donc, ça ajoute un petit peu de complexité parce qu'en plus, en fonction de l'apprentissage que tu as, tu mets pas forcément les mêmes mots, oui, le même degré, tout à fait. les mêmes mots. Et en plus, c'est pas ta langue. Donc, déjà, tu galères à exprimer des choses un peu clairement qui, déjà, dans ta langue maternelle, tu ramerais un petit peu. Trouver le bon mot, tu vois. Et là, quand tu dois, t'as le filtre en plus d'une langue étrangère, ça met un peu de piment, hein, on va dire. C'est ça, j'imagine. Dans l'explication. Et ce qui fait que oui, ben, parfois, on arrive à des choses un petit peu délicates. Donc, faut après sortir un peu les reins et puis recadrer. Mais c'est vrai que ça fait peur. Et pourtant, on voit que déjà les gens ils vous font pas la tête. Non. Ils vont pas se mettre ou alors ça peut arriver qu'ils boudent un peu, voilà. Mais après ils se rendent compte effectivement et ils sont les premiers à venir après te dire voilà regarde j'ai changé, j'ai fait ci, ça se passe mieux, etc. Quoi. Ah mais de toute façon je pense que c'est vraiment utile d'avoir un feedback régulier sur son travail. Enfin voilà, pour moi c'est essentiel. Hein. Après. Je comprends que pour les managers, ce ne soit pas toujours évident. Et effectivement, comme tu dis, il y a tellement de personnalités et avec nos filtres, voilà, les gens prennent les choses plus ou moins bien. Après, je dirais que l'idée, c'est l'intention. Quoi. Si tu as une bonne intention, le message, il va passer et voilà. Oui. Ok, très bien. Et en termes de… une fois qu'on a identifié ses talents, tu vas identifier ses talents, comment est-ce que tu travailles sur la partie développement? Puisque tu as dit tout à l'heure qu'il fallait, c'était là-dessus qu'on pouvait avoir le plus de progression possible par rapport à des faiblesses où on va pouvoir travailler à un petit peu les atténuer, mais on ne sera pas forcément d'un seul coup des champions du monde dans la catégorie. Comment est-ce qu'après on peut développer ça et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça pour progresser dans sa carrière ou même dans sa vie privée, puisque ça marche dans les deux. L'avantage de s'appuyer sur ses talents, c'est déjà que tu as plus confiance en toi, que tu identifies tes points forts. Donc déjà, ça te redonne confiance. C'est source de motivation. Donc si tu commences un projet, le fait de t'appuyer sur tes talents, où tu sais que tu es bon et que c'est facile, ça va te motiver, tu vas être plus engagé. Ça va te permettre de faire des choix de vie aussi
Moi, je me suis réorientée parce que je me suis rendu compte que j'avais certains talents que j'avais pas exploités forcément dans mon expérience précédente et qui étaient importantes pour moi parce que c'était des valeurs importantes que j'avais pas réussi à mettre en place. Du coup, ça me parle, ça me parle. Je te parle. Je trouve un épanouissement maintenant. Tu vois, j'avais un petit manque sur certaines valeurs qu'aujourd'hui j'arrive pleinement à satisfaire. Satisfaire un besoin qui était important pour moi. Donc le fait de travailler sur ces talents, ça va satisfaire un besoin déjà personnel. Et puis professionnellement, ça va te différencier aussi des autres personnes puisque c'est bien faire quelque chose. Un talent, c'est vraiment la combinaison de plusieurs choses. C'est ma préférence naturelle, quelque chose que je fais très souvent, je fais facilement et dans lequel je prends du plaisir. Ça, c'est les 4 composantes. Et donc, je trouve ça quand même passionnant de pouvoir travailler sans avoir l'impression de travailler. Tu vois, pour moi, c'est un plaisir, c'est pas de la souffrance au travail. Je te prends un exemple de comment j'ai développé un talent que je n'imaginais pas, c'est écrire. Pour moi, alors là, il y a 3 ans, tu m'aurais dit d'écrire un petit bouquin, j'aurais dit ouais, c'est ça, Priscille, ok, c'est gentil. Et en fait, quand on m'a proposé d'écrire un petit bouquin, je me suis dit, oh non, c'est pas pour moi, ça. Je me suis dit, attends, réfléchis. Moi, j'ai le talent de savoir mettre mes idées en place, synthétiser, d'organiser mes idées. J'adore ça, ça m'amuse. On va tester, c'est pas grave, qu'est-ce que je risque une expérimentation. Et donc, du coup, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, je vais utiliser ce talent d'organisation des idées pour faire mon plan pour ce bouquin. Et finalement, c'est venu super vite, hyper agréable. Donc, ma peur première qui était de dire non, c'est pas pour moi, je veux pas. Elle est vite passée finalement en me disant si c'est bon, j'ai réussi à écrire un truc, c'est génial. Donc voilà comment j'ai utilisé mon talent en fait. Après, tu me demandes de faire un tableau Excel très croisé dynamique. Ah là là, mais je souffre. J'en ai fait plein. J'avais horreur de ça. C'était pas du plaisir. Que je fasse, mais pour moi, c'était une souffrance quoi. C'est pas mon talent. Je sais que c'est pas mon truc. Donc, j'ai essayé, mais voilà. Et alors, justement, puisque tu as écrit, qu'as-tu écrit? Alors, du coup, j'ai fait 2 petits guides, on va dire, des pratiques sur la méditation au travail. D'accord. Trouver des moments pour se recentrer un peu, s'aligner, et puis justement, diminuer le stress qu'on peut avoir, soit parce que tu vas faire une réunion qui est très importante, donc un petit stress qui monte, peut-être de commencer à se recentrer un peu sur soi, de prendre un peu de temps, de respirer. Voilà, il y a plein de petites techniques dans ce livre pour limiter le stress et puis se sentir bien à n'importe quel moment de la journée, on va dire. On le trouve où, ce livre? Alors, c'est en vente donc c'est un e-book en vente sur la Fnac, Amazon. D'accord. Voilà. Donc, on le télécharge en format Kindle ou c'est ça? C'est ça. Je crois que tu peux aussi l'avoir en format papier. C'est un peu plus cher, je me de mémoire, mais voilà. Ouais, ok. Pas cher. Et puis le deuxième, c'est ça. Tu nous donneras le titre, que je puisse mettre le lien dans les notes, parce que moi, la méditation, tu sais que c'est que j'apprécie beaucoup, que je pratique quotidiennement depuis plus de 2 ans maintenant, avec beaucoup de bonheur, je dirais. Ouais, je partage. Surtout moi qui suis très, très patiente, donc ça m'a appris à calmer un peu sur mes attentes, à équilibrer un peu les choses. Donc je pense que tu veux. Et moi, ça m'a aidé à être beaucoup moins réactive. Oui. Parce que parfois, face à des situations, j'avais un peu tendance à monter rapidement dans les tours et puis à sortir un bazooka pour tuer une mouche, comme on dit. J'étais assez douée pour ça d'ailleurs, c'est un talent. Même si j'aime tant. C'est pas un talent parce que je n'aime pas ça, mais j'y arrive quand même. Oui. Et donc maintenant, je prends beaucoup plus de recul face à un mail qui peut être un petit peu… il y a quelques années, j'aurais sorti 3 missiles pour tuer la personne qui avait le mail un petit peu tortueux, on va dire. Oui. Maintenant, je me dis, pauvre monsieur, tu as l'air de bien souffrir, tu te venges comme tu peux, mais je ne vais pas tomber dans ton piège. Oui, c'est tout à fait ça. C'est que tu prends du recul par rapport aux situations, aux gens. Donc, c'est ça, parce que je vois dans le monde du travail, ça passe tellement vite que au moins c'est des moments pour soi dans la journée. Je trouve que c'est important, même si c'est ça.
minutes, on va faire un petit moment que je prends pour moi. Voilà, et puis le deuxième livre, il vient de sortir le second là. Oui, il est sorti en février. Et donc, je fais des choix et j'assume. Alors, du coup, ça m'a ramené quand même dans le choix de partir de l'entreprise où j'ai mis beaucoup de temps à partir de l'entreprise, puisque je crois que j'ai dû mettre au moins 4 ans à réfléchir. Tu vois. Et d'ailleurs, j'avais été accompagnée par un coach. C'est comme ça que le déclic s'est fait aussi, qui m'a permis d'ouvrir un peu la vision des choses. Et puis, du coup, ça a été un déclic pour moi. J'ai fait une formation. Enfin, voilà, après, tout s'est enchaîné. Et donc, je fais des choix et j'assume. C'est la difficulté de faire des choix par rapport justement à des croyances limitantes aussi. Par rapport à peut-être un environnement qui n'est pas propice. Parce que c'est important aussi, à toi, avec aussi ton environnement. Comment je fais un choix qui soit, on dit souvent, coaching écologique pour moi, c'est-à-dire qu'il me respecte aussi mon entourage. Et après, il y a des petites astuces pour se poser des bonnes questions. Alors, c'est pas la case pour ou contre, justement, ça va un peu plus loin. Hein, c'est quoi mes valeurs? Comment je peux faire un choix en fonction de mes valeurs pour m'épanouir dans ma vie professionnelle et personnelle? Voilà, des petits tips là-dessus. J'ai beaucoup aimé écrire ce livre qui m'a ramené un peu, je te dis, le choix précédent. Donc, c'était intéressant. Non, mais alors moi, le titre m'a beaucoup interpellée parce que j'ai une phrase fétiche, entre guillemets, j'en ai plusieurs, mais celle que je répète souvent, c'est qu'on a toujours le choix, mais on est rarement prêt à assumer les conséquences. Ouais. Et on est entouré de gens qui nous disent à longueur de journée, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais si, on l'a. Et il faut prendre conscience que face à quasiment tout ce qui nous entoure, on a un choix. Mais quand on pèse le pour, le contre, les contraintes, les conséquences et j'en passe, on se dit non, ça, je peux pas aller par là. Et donc, du coup, on essaye de se convaincre qu'on n'a pas le choix, alors qu'on vit beaucoup mieux tout un tas de situations quand on se dit voilà, les conséquences de mes actes, c'est ceci, cela. Enfin, ça serait en tout cas cela. Je ne suis pas prête ou prête à faire ce choix et à assumer ces conséquences-là, peut-être plus tard, peut-être jamais, et donc du coup, quand on assimile, c'est ma perception, hein, je ne suis pas très coach, je ne dis peut-être pas les bons mots, mais quand on assimile cette réflexion qu'on a fait et qui nous a conduit à nous dire qu'on va pas faire ce choix-là, on se sent moins contraint. Oui. On se sent moins devant quelque chose sur lequel on a l'impression de ne pas avoir de prise. Parce qu'en fait, oui, on a la possibilité de changer ces choses-là, mais on fait le choix en conscience de ne pas le faire pour la raison X ou Y. C'est ça. Du coup, c'est quand même un choix de ne pas faire. Voilà, mais en prenant conscience qu'on fait un choix, hein, je trouve que si c'est une contrainte, par exemple, ça va être beaucoup moins lourd à peser. Oui. Parce que, c'est à porter plutôt, c'est beaucoup plus, on le vit mieux, entre guillemets. Et puis après, on va peut-être trouver des façons de pallier, d'adoucir ou je sais pas quoi. Mais on est moins dans je subis ma vie et je suis vraiment acteur, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ce choix. Voilà, un exemple tout bête, moi je rêve aussi de changer de vie. J'ai un certain nombre de contraintes qui sont clairement identifiées, qui ne sont pas de l'ordre de la croyance, qui sont des contraintes réelles. D'accord. Et qui me fait me dire que ce n'est pas le bon moment. Et je ne peux pas dire j'ai pas le choix, je ne vais pas le faire. C'est non, ce n'est pas le bon moment. Dans quelques années, les choses changeront, évolueront, et là, j'aurai plus de latitude pour pouvoir faire ce choix qui tend les bras. Ouais. Et du coup, le moment que je continue à vivre dans le monde corporate, puisque le but, c'est de sortir de ce monde corporate à terme, voilà, je ne le subis pas comme une contrainte, comme un truc vivement que ça s'arrête, ou que certains disent vivement à la retraite, parce qu'on en a marre, voilà. Je me dis c'est une étape qui me permet par ailleurs de glaner un certain nombre de connaissances, de structurer les choses, de faire des tests, etc., sans prendre trop de risques par ailleurs, pour être encore plus prête quand le moment sera venu, même si c'est à un horizon qui est plutôt de l'ordre du moyen à long terme que immédiat. Mais c'est une démarche.
ton choix, il est quelque part un peu déjà fait puisque tu prépares le terrain pour l'avenir. Donc, Oui, mais je pourrais le dire pendant des années, si tu veux, pendant des années par rapport à ce choix de changer de vie, je ne le voyais que comme une oui. barrière, si tu veux. Oui. Que pendant longtemps, je me disais, non, mais Priscille, tu es une maman seule qui a 2 enfants à élever, tu ne peux pas le faire, ça sera jamais pour toi, tu as raté le coche il y a des années, enfin bon, bref, je me racontais tout un tas d'histoires. Et puis après, j'ai changé ma perspective en me disant, bon, effectivement, j'ai ces contraintes, c'est-à-dire j'ai choisi d'avoir des enfants, donc je vais pas dire, oh là là, quelle galère. Bon, c'est voilà. Et donc, en attendant, pour pallier, effectivement, je mets des actions en place pour pallier et pour adoucir, pour préparer, pour ce qu'on veut. Mais bon, ça c'est un choix peut-être un peu extrême. Mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, voilà, il y a des choses comme ça. Et de prendre le temps de la réflexion. Pourquoi est-ce que tu es obligé de travailler tard? Ah ben, j'ai pas le choix, j'ai un dossier à finir. Ouais. Bah, en y réfléchissant, si tu as le choix de dire je travaillerai peut-être mieux demain matin parce que je serai à l'esprit clair et que je finirai en 1 heure plutôt qu'en faire 3. Ouais. Ou peut-être que j'ai pas fait le choix de travailler dessus au bon moment et que peut-être que la prochaine fois je pourrais travailler plus en amont et pas finir le soir. Voilà, Ouais. ça enlève un certain nombre de contraintes. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, c'est vrai que faire un choix, c'est pas facile. Hein. Non. Pas facile, hein. Non. Je m'imaginais pas il y a 15 ans être indépendante aujourd'hui. Pour moi, c'était même pas, je l'avais même pas conçu dans ma tête en fait. Hein. C'est mon ami qui m'a dit à un moment donné, mais pourquoi tu comptes pas ta boîte? Tu rigoles, c'est une blague. Et puis en fait, ça a fait son choix, comme tu dis, le temps de mûrir. Je me suis dit, ah, mais si, finalement, j'ai quand même des choses intéressantes à transmettre. Parce que moi, la transmission, c'est très important pour moi. Donc, si ça, j'aime ça, sur quoi je peux m'appuyer, mes talents, c'est ça. Donc, ok, je peux les développer. Donc, je me suis formée, certifiée pendant que j'étais encore en entreprise. Mais voilà. J'ai préparé le terrain et puis est venu le moment où là, c'est bon, là on y va. Hein, On y va. Allez. De toute façon, c'est l'inconnu, mais ça fait partie du jeu. Quoi. Tu sais pas, quand on fait un choix, il y a forcément une partie d'inconnu, et c'est ça qui est excitant aussi. Voilà, et je suis contente de mon choix aujourd'hui, même si l'activité n'est pas encore bien développée, mais en tout cas, je prends du plaisir à ce que je fais, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Écoute Véronique, je te remercie beaucoup. C'était extrêmement agréable cette conversation sur identifier ses talents, s'appuyer dessus pour se développer et je suis vraiment très très contente de cette interview. Oui, moi aussi, avec un grand plaisir aussi partagé. Fais-moi passer tous les liens pour que je mette des références par rapport à ton site internet pour que les auditeurs puissent te retrouver, voir un peu comment tu fonctionnes et qui sait peut-être auront besoin de tes services. Les 2 livres que tu as écrits aussi, donc le premier sur la méditation au travail et le second sur prendre des décisions. Voilà. Alors, le site, il est en construction, donc il n'est pas encore prêt, mais sous peu, avant l'été, je pense. D'accord, mais enfin, au moins, on aura le reste, c'est déjà bien. Merci 1000 fois d'avoir accepté d'être interviewée aujourd'hui. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis toutes les 2 encore dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour favoriser la connaissance de ce podcast, à liker la vidéo si vous la regardez actuellement sur YouTube. Vous pouvez retrouver donc les notes sur productiveview.com dans la rubrique des podcasts pour avoir toutes les notes. Je tenais à remercier les tipeurs qui me soutiennent pour que je puisse continuer à faire cette activité qui me plaît énormément, pour lequel j'essaye de développer mes talents. Voilà. Voilà, donc merci à vous, amis tipeurs. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés, je lance un nouveau service. Alors, je ne devrais pas dire un nouveau service, puisque je devrais dire un premier service, puisque c'est la première fois que je vais lancer une petite activité qui sont des groupes mastermind. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est un groupe mastermind, et puis me demander tout simplement plus d'informations, je vous invite à vous connecter sur productiveview.com et à cliquer dans la barre du menu dans la rubrique Avançons ensemble,
puisque le but, c'est de créer de petits groupes de personnes qui travaillent ensemble sur leurs objectifs, qui se soutiennent, qui s'encouragent avec toute bienveillance et un esprit de partage. Voilà. Donc, à suivre donc, ce groupe Mastermind commencera en septembre 2017. Et donc, je vous préviens un petit peu en avance parce que participer à un groupe pendant 12 semaines, ça demande un petit peu d'organisation. Et la planification et l'organisation, c'est quand même un petit peu mon credo. Voilà, donc c'est sur productiveyou.com et le nom du menu, c'est Avançons ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve très bientôt sur les ondes ou sur la vidéo ou sur le blog. À bientôt. Au revoir. Bye bye.